Est-ce que tu penses avoir un meilleur salaire dans ton entreprise après tant d'années d'expérience? Voilà, dans cette petite vidéo, nous allons découvrir quel devait être ton salaire après 2, 3, 4 ans d'expérience dans ton entreprise. Salut à tous, je suis Perfection Martial, data analyst au Congo Brazzaville. Et dans cette petite vidéo, nous allons parler et pratiquer du machine learning avec Python en utilisant Scikit-Learn. Scikit-Learn qui est la meilleure librairie de machine learning au monde. Avant de commencer, nous allons planter le décor à définir c'est quoi le machine learning. Pour toute personne qui connaisse et qui pratique de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs définitions du machine learning. Nous allons prendre juste une seule définition de Arthur Samuel qui parle du machine learning. Le machine learning est l'art de donner la machine la capacité d'apprendre sans pouvoir la programmer. Mais dans notre cas, en parlant de Scikit-Learn, nous allons définir le machine learning différemment. Nous allons définir le machine learning comme la capacité de développer des méthodes mathématiques de manière expérimentale. Et pour faire du machine learning avec Scikit-Learn, il existe 3 techniques. Il y a l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Voilà un peu les 3 étapes que nous allons appliquer dans notre vidéo. Et avant tout, nous allons nous intéresser par l'apprentissage supervisé. C'est quoi l'apprentissage supervisé? L'apprentissage supervisé en machine learning avec Scikit-Learn est la capacité de la machine de se recevoir 2 variables, la variable x et la variable y. La variable x est appelée un feature et la variable y est appelée un label. À travers ces 2 variables, la machine peut facilement apprendre. Et voilà un peu les étapes pour faire notre régression linéaire. Nous avons premièrement le dataset et deuxièmement le modèle f de x égale a de x plus b. Dans notre vidéo ou dans notre enseignement, vous trouverez f de x qui est remplacé par y est égal à ax plus b. Ce n'est que la même chose. Nous avons la fonction coût qui est l'erreur quadratique et nous avons l'addition de gradient. Dans la vidéo précédente, nous avons dit que l'apprentissage supervisé contenait un x et un y. Le x, comme on dit, est appelé un features et un y est appelé un label. Ce qui est plus explicite à comprendre encore, dans l'apprentissage supervisé, nous avons plusieurs x et un seul y. C'est ça que vous avez vu ici. Le y est nommé par n et le x par n. Nous allons avoir plusieurs n et un seul n. Si nous commençons par la première étape, nous avons dit le dataset. Donc, notre dataset reprend cette forme. Ça peut être une base de données, et tout. C'est pour cela, vous voyez, voilà une représentation d'une base de données, un dataset. Et en deuxième position, nous allons parler du modèle. Nous étudions le modèle de la régression linéaire. Voilà comment se représente le modèle de la régression linéaire. Je l'avais dit précédemment que f de x pouvait être remplacé par y. Et quand nous le faisons graphiquement, il est représenté de cette forme. Cette forme, nous avons ici notre graphe, nous avons y, nous avons x, et nous avons nos bases de données qui sont là, représentées. Et à la base, initialement, la formule y égale à ax plus b se représente sous cette forme. Voilà un peu comment se notre modèle. Mais nous ne nous arrêtons pas là parce que nous voyons que nous avons d'autres éléments qui ne sont pas représentés directement sur la ligne. C'est pour cela qu'il faut appliquer une formule et des dérivés. Et notre f de x, qui est représenté par grand F, il peut avoir plusieurs. Il peut avoir f de x égale à 1 et égale à 2. C'est sur la même ligne de f de x1 jusqu'à f de xn. Et ensuite, nous avons dit que c'est ax plus b. Donc ax, notre grand x est représenté par x1 et x2, qui est une matrice qui contient une dimension de m fois 2 où
plus 1. Donc, nous avons cette partie, et là. Et nous avons θ, qui n'est que la matrice d'une seule dimension de 2 fois 1. Nous avons une colonne et 2 lignes. Une colonne et 2 lignes. Et voilà, c'est remonté par A plus B. Là, c'est au niveau du modèle. Et au niveau de la fonction, nous avons J de A plus B qui n'est que une variable ici, qui est égal à 1 divisé par 2n de la somme de AXI plus B moins YI, le tout au carré. Or, précédemment, nous avons dit que A plus B n'est que représenté par X fois θ. Donc, cette forme est représentée par X par θ. Moins le Y. Donc, Y qui est là. Et cet Y sera représenté par le grand Y. Or, nous savons que dans notre matrice, à dimension, il faut le savoir en machine learning, nous travaillons qu'avec les matrices, parce que notre dataset est représenté sous forme de matrice. Or, notre matrice, nous se demandons, nous avons une colonne et 2 lignes. Une colonne et 2 lignes. Et voilà, c'est remonté par A plus B. Là, c'est au niveau du modèle. Et au niveau de la fonction, nous avons J de A plus B qui n'est que une variable ici, qui est égal à 1 divisé par 2n de la somme de AXI plus B moins YI, le tout au carré. Or, précédemment, nous avons dit que A plus B n'est que représenté par X fois θ. Donc, cette forme est représentée par X par θ. Moins le Y. Donc, Y qui est là. Et cet Y sera représenté par le grand Y. Or, nous savons que dans notre matrice, à dimension, il faut le savoir en machine learning, nous travaillons qu'avec les matrices, parce que notre dataset est représenté sous forme de matrice. Or, notre matrice de X fois θ n'est que la matrice de dimension m fois 1. Et Y est une matrice de m fois 1. Et quand on assemble les deux, nous ne retrouvons qu'avec une matrice de m fois 1. Or, ce n'est qu'en de cette forme, nous avons dit que la dérivée de J, c'est tout ça, au carré. Et nous retrouvons toute cette matrice, nous l'élevons au carré. Voilà un peu au niveau de la fonction courbe. Nous passons à la deuxième partie. À la fin, qu'est-ce que cela nous donne? Nous avons JTK, que nous avons vu précédemment ici. Donc, ce JTK est donné à la fin par JTK est égal à 1 sur 2, qui n'est que là, le 1 sur 2 qui descend, qui multiplie la matrice. Cette matrice c'est X fois θ moins Y, qui nous donne 1 divisé par 2, la somme de X fois θ moins Y, le tout au carré. Là, nous avons notre J que nous pouvons appliquer de notre algorithme pour trouver la fonction courbe et l'erreur quadratique. Le 4, nous avons parlé du gradient, la dernière partie. Le gradient, c'est représenté par deux dérivées. La dérivée de A et la dérivée de B. Donc J par rapport à A et J par rapport à B. Première chose, J par rapport à A, nous avons 1 sur M fois M multiplié dans la parenthèse de A plus B, AX plus B moins Y. Et par rapport à B, nous avons 1 sur M, la somme de AX plus B moins Y. Or, n'oublions pas que avant, c'est représenté sous cette forme et c'est venu sous cette forme. Et nous savons que cette forme n'est que la forme A fois 1. Donc, une dimension, notre matrice. Et quand nous arrivons là, nous voici là. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il n'est représenté que sur une seule matrice qui donne cette matrice. Donc, les dérivés de J par rapport à θ en bas, qui n'est que la matrice n plus 1 fois 1, qui n'est que la matrice de même dimension, et multiplié par J qui est égal à 1 sur 2, qui n'est que là, le 1 sur 2 qui descend, qui multiplie la matrice. Cette matrice c'est X fois θ moins Y, qui nous donne 1 divisé par 2, la somme de X fois
moins y, le tout au carré. Là, nous avons notre j que nous pouvons appliquer dans notre algorithme pour trouver la fonction et l'erreur quadratique. Le 4, nous allons parler du gradient, la dernière partie. Le gradient, c'est représenté par deux dérivés. La dérivée de A et la dérivée de B. Donc J par rapport à A et J par rapport à B. Première chose, J par rapport à A, nous avons 1 sur M fois M multiplié donc, dans la parenthèse de A plus B, AX plus B moins Y. Et par rapport à B, nous avons 1 sur M, la somme de AX plus B moins Y. Or, n'oublions pas que avant, c'est reposé sur cette forme et c'est venu sur cette forme. Et nous savons que cette forme n'est que la forme A fois 1. Donc, une dimension, notre matrice. Et quand nous arrivons là, nous voici là. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il est représenté sur une seule matrice qui donne cette matrice. Donc, le dérivé de J par rapport à θ en bas, qui n'est que la matrice n plus 1 fois 1, qui n'est que la matrice de même dimension, et multiplié par 1 sur m en redescend la même variable, 1 sur m, multiplié par xθ, x transposé. Pourquoi x transposé? Nous avons cette matrice à la base. Excusez, nous avons cette matrice à la base de x1 jusqu'à xm et 1, 1. Et quand nous cherchons à l'inverser, nous retrouvons cette forme. Donc, il revient là. Le x transposé n'est que x. Donc, il quitte de la forme horizontale, de la forme verticale à la forme horizontale. Donc, nous arrivons là. Nous arrivons ici. Ça se répète. Et quand nous arrivons là, nous assemblons les deux. Ça n'est que ça. Et ça, ce n'est que ça. Et en assemble, nous retrouvons notre formule finale. Donc voilà un peu les étapes pour arriver jusqu'au niveau du gradient. Donc, nous avons commencé par le dataset, les étapes que nous avons dédiées. Et nous sommes venus au niveau 3. Nous avons déployé nos détails. Nous avons le dataset représenté sur X et Y. Nous sommes venus au niveau du modèle. Nous avons montré le modèle de la forme Y de AX plus B. Et nous avons trouvé comment représenter facilement notre modèle sous la forme de grand F de X et θ, qui sont représentés au niveau des matrices. Nous allons le voir dans l'algorithme. Et nous sommes arrivés à la fonction Q. Et là, après la fonction Q, nous avons trouvé le gradient. Merci. Alors, nous passons au niveau de l'algorithme. Ok. Premièrement, nous avons parlé au début sur la régression linéaire. Nous avons fait des démonstrations mathématiques. Et nous voilà dans notre environnement de travail. Moi, j'utilise Google Colab et d'autres peuvent utiliser Jupyter Notebook. Et nous allons faire une démonstration sur Google Colab, voir un peu comment les mathématiques que nous avons expliquées, comment cela s'applique au niveau de l'algorithme. Premièrement, ce que nous devons savoir, nous allons faire de l'apprentissage supervisé, comme nous l'avons expliqué premièrement au début. Donc, pour commencer, nous devons faire des importations. Nous devons importer NumPy, Panda et Matplotlib. Je vais faire des importations. Import NumPy et j'importe Panda, Matplotlib, je vais dire, ok. Et nous devons faire appel à la méthode. Les méthodes, nous allons faire appel au modèle que nous allons utiliser. Nous allons utiliser le modèle regression. Donc, nous allons prendre la linear regression et le make regression. Ce que je vais faire, nous allons faire appel à cette méthode from scikit-learn. Linear modèle import linear
regression. Comme je l'ai dit, nous allons ajouter from schedule, deuxième partie, near notre dataset, import, make regression. Et nous exécutons notre carnet qui va charger pendant ce temps. Qui charge. Ok, nos importations sont finies. Et ce que nous devons faire appel à notre dataset. Aujourd'hui, nous allons utiliser le dataset sur le data salar. Et comment l'on fait pour appeler ce fichier? Ça peut être un fichier Excel ou n'importe lequel. Comment on fait pour l'appeler avec Google Colab? Avec Jupyter Notebook, il faut être dans le même endroit d'environnement que tu vas importer ton dossier. Mais alors, sur Google Colab, il y a un changement. Ce que nous allons faire from google.colab import files, qui est notre fichier. On fait import, files, on tape entrée import io, qui est une librairie aussi, et nous allons faire à télécharger notre fichier. Donc upload, donc est égal files, qui est notre fichier, point et voilà, notre fichier va être téléchargé pendant un moment et il va nous demander où est-ce que je vais le prendre. Et nous, ce que nous allons faire, nous allons aller le chercher. Donc, nous allons aller chercher notre fichier qui est téléchargé. Je viens juste sélectionner le fichier et il va m'emmener dans une boîte de dialogue où nous allons télécharger notre fichier. Et nous allons aller télécharger notre fichier. Nous sommes là. Le téléchargement. Là où se trouve mon fichier à moi. Je vais le prendre. Data salarié. Je l'appelle. Il charge mon fichier data salarié. Et il est bel et bien chargé, notre fichier data salarié. Nous voyons bien affiché là. Mais on ne voit pas ce qui est sorti. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le télécharger pour nous en faire un data head pour bel et bien savoir quels sont les éléments qui composent notre élément. Et ce que nous allons faire, il faut d'abord qu'on remarque notre fichier est en format CSV et non en fichier Excel. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire CSV, barre de 8, files, iOS toujours. Ce que nous allons faire, nous allons recopier tout notre fichier ici. Tout ça, nous allons faire copier-coller, copier. Nous allons mettre au niveau des codes, CTRL-V, et voilà, il est là. Nous allons continuer, ce n'est pas fini. Nous allons recopier, donc nous allons prendre ça. Nous allons renommer notre fichier. Dans la fichier, il doit être data salary égal pd.read barre de 8 csv
CSV, entre parenthèses, CSV, files. Et nous allons faire un print, donc c'est afficher, print, parenthèse, CTRL V, notre premier lot que nous avons fait, point, head. Et voilà. Voilà un peu le code qu'il faut appliquer. Ok, nous avons remarqué qu'il y a une erreur en fait. Il nous dit le module iOS has not attribution for BOTS. Ok, il dit que le module iOS n'est pas attribué parce que nous avons. Maintenant, quand on essaie de voir, on a dit ah d'accord, on a un problème. Quand on nous regarde là, déjà PD qui est une librairie de Panda, il n'est pas importé. Nous allons premièrement faire importer notre Panda. Donc nous importons Panda. Et nous avons importé iOS, comme nous venons de le faire. Je vais encore essayer de le réimporter pour voir ce qu'il va dire. Vu que ça se fera double. Import, import iOS, IO. Ok. Je réexécute mon kernel. Je réexécute mon kernel ici. Je vais aller chercher mon fichier CSV de data salary. Ça prend un peu du temps parce que mon ordinateur, simplement, on va le faire mesure. Ok, on est là, on prend on revient, on télécharge notre fichier et on va le réafficher. Il dit toujours la même chose. Ok, nous allons régler ça tout ensemble. Ok, nous allons modifier notre code pour voir où se trouve l'erreur. J'essaie de vérifier, je vois que le data salary ici n'est pas pareil que le même d'ici. Donc je fais le copier-coller et voilà là. Et je fais un point head. Et voilà notre data salary. Ça, je supprime notre commande là. Voilà, nous voilà ici. Ce que je vais faire, je dois faire un data info pour savoir où nous allons faire un data warhead pour voir quel est bel et bien les composantes de notre CSV. Nous allons faire. C'est plus simple d'utiliser le copier-coller parce que vous allez facilement ne pas endommager certaines méthodes ou bien certaines lettres. Nous allons voir, nous allons faire CTRL-V, CTRL-V. Excusez-moi, on a dit, ok, point, head, et j'exécute mon code. Nous allons afficher notre data head. Voilà ce que ça donne. Et nous pouvons trouver le nombre de colonnes que nous voulons, le nombre de lignes. Si je fais data head, il va afficher tout ce que je voudrais, mais nous allons arrêter jusqu'à 10 seulement. Je tape Ctrl et voilà. Voilà ce qu'il m'affiche. 10, nous partons de 10 moins 1, ça donne 9. Donc quand nous disons 10, au niveau de l'algorithme, au niveau de machine learning, c'est moins 1. Donc nous avons 9 colonnes. Et ce que nous allons faire dans la suite, c'est que nous allons faire notre shape pour savoir nous avons combien de lignes et combien de colonnes. Nous faisons salary, égal à un enregistré data, point, salary. Nous allons faire shape, un shape de notre élément, j'exécute et voilà. Il me dit j'ai 30 lignes et 2 colonnes. Pour avoir plus des éléments explicites, je vais faire un data info. Donc, je prends le même data, je fais mon copier-coller pour aller plus rapidement. Point info. Je mets en parenthèse.
Et voilà ce qui me semble bel et bien 2 colonnes 21. Voilà, nous avons des flottes, des éléments et tout. Ce que nous allons faire dans la suite, nous devons maintenant commencer à travailler. Nous allons commencer à travailler. Nous allons savoir, nous avons combien d'éléments dans nos éléments que nous allons utiliser. Nous avons le UI experience et le salaire. Donc, les années d'expérience et le salaire. Donc, déjà, nous allons nommer nos éléments comme nous l'avons dit dans les mathématiques. Nous avons un X, un Y. L'apprentissage supervisé, c'est un X et un Y. Donc, nous faisons déjà quoi? X égale, nous allons mettre data. Nous allons mettre salarié, data, ok. Nous allons mettre dans les cotes, double cote, que nous puissions pas s'embrayer. Nous allons prendre notre U experience. Nous allons juste faire notre copie-coller de ce qui est écrit là. Copie. Je viens là. CTRL V. Je fais pareil pour mon Y. Je fais mon copie-coller. Copie. Coller. Et voilà. Je prends mon salarié qui est là. Je copie. Et j'affiche ici. CTRL V. Et j'implémente. Il nous dit quoi? Que salary is not defined. Ok, nous allons revenir directement depuis là. Nous allons prendre ici ce salarié. On copie ça. On vient là. On met ça là. Et il nous dit toujours make salary not defined. Ok, nous allons chercher à savoir pourquoi. Ah oui, pourquoi il n'est pas entre les cotes. Nous allons mettre nos cotes. Et voilà. Voilà, il est enregistré. Alors, nous allons afficher print. On va faire notre print de X et aussi le print de Y. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Nous avons nos X et nos Y. Donc, vous allez voir, Your Experience est bel et bien là. Et quand nous descendons, et le salarié aussi. Donc, après avoir enregistré X en tant que Your Experience, donc les années d'expérience, et Y en tant que salarié, et là maintenant nous pouvons appliquer à la lettre ce que nous avons fait avec les mathématiques au niveau des fonctions. Ce que nous allons faire à la suite, c'est trouver d'abord la taille de X et la taille de Y. Donc, on peut faire facilement. On prend notre X qui est déjà, au lieu de mettre encore U experience ou salarié, nous faisons juste X.size, entrée 30, bel et bien comme on l'avait vu avant. Et on fait pareil pour le Y, size 30 aussi. C'est qu'ils ont déjà, c'est déjà au top. Et ce que nous allons faire le shape de X, pour savoir bel et bien, pour ne pas que nous puissions avoir des problèmes dans notre code à l'avenir, le X de shape. Attendez, ce n'est pas un grand X, c'est le petit X. Voilà. Ok, 30 sur 1. Pareil pour le Y. Y.shape. Et voilà. Nous avons les mêmes tailles partout. Et là, nous pouvons commencer. Nous allons afficher notre data salarié en scatter dans un graphe, comme nous l'avons fait précédemment avec au niveau des mathématiques. On va juste faire simple, plt.scatter. Et voilà le résultat. Et de là, nous avons à la fois nos X et nos Y.
nous avons nos X et nos Y. Ok, là, nous avons affiché notre data en forme des petits points, scatter sur un graphe. Et là, maintenant, nous devons créer le modèle. Nous allons maintenant commencer à entrer notre modèle au fur et à mesure. Je vais créer création du modèle. Ok, on y va. On va prendre n'importe quel nom à la hasard que nous allons mettre. Nous mettons par exemple matrice. Matrice égale NP once. Donc nous allons créer une matrice once. Once, c'est juste la lettre matrice sera remplie des 1. Once. Rempli des 1. Nous allons mettre X comme dans notre shape. Nous avons déjà connu cela. Nous allons remplir 0. Ce n'est pas si compliqué que ça. Et nous entrons. Nous allons faire appel pour ne pas qu'il y ait confusion entre le premier X et le deuxième X. Nous allons faire appel du grand X. Donc, grand X égale un pi concatenate. C'est juste l'addition de deux matrices. Concatenate. La matrice X et la matrice que nous avons créée nouvellement. La matrice que nous avons créée nouvellement. Ok, on est d'accord. On ajoute encore l'axis. Je fais ce qu'est l'axe. L'axe des Y ou l'axe. Nous allons prendre l'axis 1. L'axis 1. Et nous affichons notre grand X. Nous allons voir ce que cela va nous donner. Et voilà ce que ça donne. Donc, ici, nous avons notre matrice once qui a été créée des 1. Et nous avons fait appel au grand X. Nous avons fait appliquer la fonction concatenate. Excusez. Et du premier X que nous y avons au début, n'oubliez pas, juste au début, nous avons le premier X. Et nous faisons appel avec la matrice que nous avons créée remplie de once et de l'axis 1. J'espère que là c'est bon. Nous allons évoluer. Nous allons vérifier. Est-ce qu'ils ont le même shape, la même taille et tout. Voilà. Nous faisons print. Bon, en tête. Là, nous prenons le petit X avec le grand X. Point. Le shape d'abord. Et nous appelons print. La taille du grand X toujours. Size. Et voilà. 32. Le shape, toujours intact. Et le size, il monte à 60. Fait qu'il a ajouté d'autres éléments. 30 éléments de plus de notre matrice once. Et là, nous avons déjà dit comment nous allons créer notre modèle. Donc, on va définir un modèle. Def, modèle. Notre modèle, c'était quoi? La formule, c'était X, θ. Donc, notre grand X et θ. Ok, on est d'accord. Et ça doit nous retourner. Retourne. Donc, ça doit nous retourner. X.dot. Dot, ce n'est que la multiplication. X.dot. De quoi? De θ. Rappelez-vous dans la formule. θ. Et voilà. Il est enregistré. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer notre θ. On crée le θ. Pour créer θ, qu'est-ce qu'on fait? On a np random. Random, c'est le nombre aléatoire. Le nombre aléatoire que nous allons voir. Donne-nous le nombre aléatoire 20, au moins jusqu'à 20. D'accord? Et nous allons faire quoi? C'est θ que nous cherchons. θ égale np.random. Et voilà. Et nous le voyons donc. Et voilà. 2 colonnes, une ligne. Et nous affichons notre θ.
Voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Voilà notre résultat. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous appliquons toujours les mêmes formules au fur et à mesure. Nous appelons notre modèle égale modèle d'abord, multiplié par, dans la parenthèse, j'allais dire, θ. Ok, on est tous d'accord. Et nous allons afficher cela, le modèle. Et voilà. Voilà ce que ça me donne. Il a fait une multiplication de x. C'est trop magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on se dit après là? Ok, bon, c'est beau tout ça. Nous voulons voir un peu ce que ça donne. Voilà, c'est ok. Nous allons faire une affiche pour voir un peu notre première estimation du modèle pour savoir est-ce que le modèle que nous avons pris répond au scatter qui était donné premièrement au début. Voilà, nous allons le faire. Qu'est-ce qu'on fait? plt.scatter. Pour ceux qui ont des Google Colab très avancés, vous allez voir que l'intelligence va vous proposer déjà un code que vous allez continuer à écrire. Mais pour ceux qui n'ont pas, que ce n'est pas encore mis à jour, vous allez serez obligé de faire des copier-coller tout le temps. Mais copier-coller, je vous recommande, c'est très important pour ne pas que vous puissiez perdre beaucoup de choses en cours de route et tout. Ok, nous allons prendre Your Experience. Nous allons prendre notre data salarié. Nous ne devons pas oublier. C'est ce qu'on utilisait pour se retrouver simple. On vient là. Et il est où? Ok. C'est ça qu'on utilise. Nous allons l'utiliser là. Donc, déjà là. CTRL V. Ok, on est d'accord tous. Ici, c'est CTRL V. Et nous avons notre salarié. On est d'accord. Et on avance notre PLT. Point. X label. Donc, nous devons afficher la forme X et le Y. Donc, X label. Nous copions juste tout ça pour aller très rapidement. On fait copie. Ok. Nous faisons la même chose pour notre. On copie juste tout ça. On fait copie. CTRL V. Ici, au lieu de X, ça sera maintenant Y. Et au lieu de UExperience en tant que Y, nous avons savoir au début que notre Y était salarié. On copie et on remplace tout là. CTRL V. Et à la fin, on fait un plot pour afficher tout cela. Plot, comme je l'ai dit, parenthèse, notre grand X. Et il ne faut pas l'oublier. Nous devons trouver une couleur. Si ce n'est que le C, c'est la couleur, ça reprend la couleur. Pour ne pas que vous pouvez dire que j'ai fait la magie, ce n'est que la couleur. Et il va charger et nous allons remarquer. Et voilà. UExperience et salarié sont là, ils sont représentés un petit point. Et notre premier modèle, quand ils s'enregistrent, et voilà ce que ça donne. Nous voyons que non, il ne passe pas totalement là, il faut continuer. Il faut dériver alors la fonction et continuer. Alors cette fois-ci, nous allons faire appel à la fonction coût. Comme nous l'avons fait, def fonction coût. Fonction coût. Θ toujours. Fonction coût comprend θ et y. D'accord? N'oubliez pas les éléments importants. M,
dans notre fonction, comprend m égale à y point le shape ok, on continue, le coût sera égal à 1 demi ok, de 2 multiplié par m, d'accord? N'oubliez pas, 1 divisé par 2 multiplié par m, multiplié par somme, la somme, d'accord? Modèle moins y, le tout au carré. J'espère qu'on est tous d'accord sur ce point. C'est la formule que nous avons utilisée au début. Donc, ça doit nous retourner la fonction. On enregistre, il a enregistré, il enregistre le modèle et on va dire, donc le coût sera égal. Ok, donc on continue, excusez-moi. Donc on continue, le coût égal. Et voilà, je vous disais quoi? Google Colab, il est tellement intelligent. Fonction coût, dans le θ, le x et y et tout. Et voilà ce que ça nous donne. Et quand on enregistre, voilà ce que ça donne. Il nous dit, celui doit avoir un salaire de 3,25. Je suis d'accord, ok. J'accepte ta réponse. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. On fait la minimisation. On applique la forme de la minimisation. Minimisation. À la fois, nous allons calculer aussi la dérivée. Calcul de la dérivée. Ok. Donc, def, la dérivée de coût et voilà ce qu'il nous donne. Bel et bien, c'est ça. Ça nous donne θ. Dans la dérivée de la fonction que nous avons θ, nous avons x et le y. Nous avons fini sur la dérivée est égale à quoi? 1 sur m multiplié par x point t dot et tout. Et voilà ce que ça nous donne. Il enregistre. Et à la fin, on dit retourne-moi la dérivée qui est égale égale à la dérivée de coût, parenthèse, de θ, point dérivé. À la fin, tu fermes la parenthèse. Et voilà. Et voilà. Il est I négatif. D'accord. On va voir. On continue. Nous continuons à appliquer notre formule. Et là, nous devons calculer le θ pour avoir le meilleur, le meilleur salaire par rapport à l'année. Ce que nous allons faire, c'est simple. Calculons θ. On va mettre ici calcul θ pour le meilleur A et B. D'accord, on va définir def la descente de gradient. La descente de gradient. Descente de gradient. Parenthèse, il contient θ, x, in integration, l'intégration. D'accord? Donc, il contient θ, x, y, alpha,
ND, une itération. Ok, itération, une et deux points à la fin. Et nous allons continuer. On va faire ceci. On fait print θ. Affiche le numéro θ, on va voir ce que ça donne. Il n'a pas affiché parce que ça ne contient rien. D'accord? On va continuer. On va dire ce OK. Pour I, c'est juste une boucle qu'on va créer. Nous allons créer une boucle à l'intérieur. Nous allons faire apparaître chaque chose. 0. Nous allons prendre jusqu'à 1000. D'accord? Nous allons prendre θ égale à θ lui-même. Θ moins alpha multiplié par la dérivée coût contenant θ. D'accord? Donc, multiplié par la dérivée coût contenant θ, x, y, et à la fin, tu nous retournes θ. D'accord? Il est enregistré. Et on va voir sa réponse finale. Donc, le θ final sera égal à la descente de gradient contenant un chiffre que nous pourrions mettre à notre manière. D'accord? Donc la descente de gradient. On lui dit, bon, ok, moi je mets mes réponses au lieu que je prends ça. Je me dis, ok, 0.012 et je prends 550. 5500. D'accord? On va voir ce que cela va nous donner. On dit affiche ma print après à la fin. Et voilà ce que ça donne. On voit que non, c'est trop, très grand en fait. Ok? Donc, nous allons avancer avec. Et nous allons prédire. Nous allons faire de la prédiction. Excusez, la prédiction. X.dot au θ final. Avant de faire le print de l'autre là, nous allons faire d'abord quoi? Le PLT. Scatter de x, y, et en plus tu fais PLT point plot de x predix et l'autre. Nous allons voir ce que cela va nous donner. Et pas ce que ça donne. Vous voyez que non, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. C'est pas vraiment ce qu'on voulait comme réponse finale. Ok, nous voyons que en fait notre graphe est tellement trop bas, tellement trop haut, et les éléments sont tellement bas. Nous allons revoir, on nous dit ah oui, ok. Au lieu qu'on puisse afficher le θ final comme on l'avait fait avant ici, parce que le θ final nous donnait un chiffre tellement très grand. On a dit ok, la descente de graphe c'est trop fort. Nous allons descendre, nous allons lever cela, nous allons faire ceci, et nous l'exécutons comme ça. Et voilà ce qu'il nous donne, et je réexécute mon code. Ça fait la même chose. Je dis ok, je vais vérifier c'est quoi le problème. Je vais réexécuter depuis le début jusqu'à la fin. Ok, nous allons vérifier notre code pour voir où est-ce qu'il y a une erreur. Et nous essayons de voir, ok d'accord, ici, il fallait ajouter une deuxième parenthèse, c'est bon. Nous allons descendre, j'ai réexécuté tout le carnet et voici ce que ça donne à la fin. Il fallait que je refaire mon carnet et réexécute et voilà ce que nous avons fait. Nous avons trouvé l'approximation de tous les salaires. Nous voyons que tous les chiffres, tous les points bleus sont presque proches de la ligne rouge. Et je vais faire un petit bonus. Nous allons faire le score. Le score, nous allons faire directement avec le score.
Pour définir le score, on fait directement le score. Score, parenthèse, on a notre Y, prédiction, notre Y prédit, et voilà ce que ça donne, notre score. Là, on enregistre notre score et nous allons donner le score exact, score égal, score, parenthèse, Y, prédict, score, et on ferme notre parenthèse et nous allons trouver le score exact. Voilà ce que le score nous donne. 0,95. Donc, à l'approximation près, la prédiction de la machine est juste. Donc, mes amis, voilà un peu ce que je pouvais vous montrer sur linear regression. Nous avons fait le code. Nous avons fait d'abord les mathématiques. Nous avons fait le code. Et voilà ce que ça donne. Voilà un peu ce que nous devons apprendre et ce qui se passe derrière ce que nous voyons, à part derrière les mathématiques, pour ceux qui font mathématiques, et ce qui se cache ici avec l'algorithme. Et nous avons passé en revue tout cela. Et c'est très important pour définir quel est ton salaire ou quel sera le salaire d'une personne dans une entreprise après 10 ans, après 5 ans, après 20 ans d'expérience. Est-ce qu'il aura le même salaire avec celui qui vient d'être employé dans l'entreprise? Merci et passez une excellente journée.